Mes parents voulaient vendre ma maison de campagne pour acheter un appartement à ma sœur. Maman a dit, elle est enceinte maintenant, et elle a besoin de son propre logement. Je l'ai vendu en secret. 2 semaines plus tard, papa est entré par effraction, ne sachant pas que l'acheteur était. Je m'appelle Amanda Peterson, et à 35 ans, je ne me serais jamais attendu à ce que mes propres parents essaient de me voler. La maison de campagne que ma grand-mère m'a laissée était mon sanctuaire, mon évasion du week-end, et le seul endroit où je me sentais vraiment chez moi. Lorsque j'ai surpris mes parents en train de planifier de la vendre pour ma sœur enceinte, Cassandra, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pris une décision ce jour-là qui allait changer notre famille pour toujours. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Avant de continuer, si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous me suivez. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à ma chaîne si vous voulez entendre d'autres histoires sur la manière de s'affirmer lorsque la famille dépasse les bornes. En grandissant, ma grand-mère, Elisa, était mon pilier. Pendant que mes parents étaient occupés à couver ma jeune sœur, Cassandra, grand-mère Elisa m'a montré ce qu'était le véritable amour inconditionnel. Chaque été, de mes 8 à mes 17 ans, je passais 3 mois dans sa ferme à la campagne, l'aidant à s'occuper de son potager, apprenant à faire ses fameuses tartes aux pommes, et m'asseyant sur le porche qui faisait le tour de la maison pendant qu'elle me racontait des histoires de sa jeunesse. Durant ces précieux étés, elle m'a enseigné l'importance de l'indépendance et de l'affirmation de soi. Amanda, disait-elle, ses mains usées par le temps en serrant les miennes, ne laisse jamais personne profiter de ton bon cœur. Pas même ta famille. Surtout ta famille. À l'époque, je pensais qu'elle partageait simplement une sagesse générale. Je n'avais aucune idée à quel point ces paroles deviendraient prophétiques. La maison de campagne elle-même était une charmante ferme de 3 chambres située sur un terrain de 2 acres, à environ 90 minutes de la ville où je travaillais comme agent immobilier. Elle avait été construite dans les années 1940 avec de solides poutres en chêne massif, des parquets qui craquaient juste comme il faut, et des fenêtres qui captaient parfaitement la lumière du matin. La propriété comprenait un petit verger de pommiers, un espace pour un potager, et un garage indépendant que grand-mère avait transformé en atelier pour son passe-temps, la peinture. Lorsque grand-mère Elisa est décédée il y a 5 ans, j'ai été dévasté. Elle avait 88 ans, et bien que sa mort ne fût pas inattendue, la douleur de la perdre m'a frappé plus fort que je n'aurais pu l'imaginer. Lors de la lecture de son testament, j'ai été surprise d'apprendre qu'elle m'avait spécifiquement légué la maison de campagne, accompagnée d'une lettre expliquant sa décision. Ma très chère Amanda, disait la lettre. Je te laisse cette maison parce que tu es la seule qui l'aime vraiment comme je l'ai aimée. Je t'ai regardé te connecter à cette terre depuis que tu es une petite fille. Cette maison a des histoires dans ses murs, et je sais que tu les honoreras et y ajouteras tes propres chapitres. Ce n'est pas seulement un bien immobilier. C'est une partie de ce que tu es. Mes parents semblaient me soutenir au début. Ils avaient leur propre maison confortable en banlieue et n'avaient jamais montré beaucoup d'intérêt pour le « vieil endroit à la campagne », comme ils l'appelaient. Ma sœur, Cassandra, âgée de 28 ans et toujours l'enfant chéri, était trop concentrée sur la vie citadine pour se soucier d'une maison qui n'avait pas de centres commerciaux à distance de marche. Au cours des 5 dernières années, j'ai mis tout mon cœur, mon âme, et une partie importante de mes économies à préserver et améliorer la propriété. J'ai modernisé la plomberie et les systèmes électriques, restauré les parquets d'origine, et replanté le jardin en utilisant les graines anciennes que grand-mère avait conservées. Chaque week-end que je pouvais me libérer, je partais en voiture le vendredi soir et rentrais le dimanche soir, mon esprit rechargé par la paix que j'y trouvais. Le contraste entre ma sœur et moi n'aurait pas pu être plus saisissant. Tandis que j'avais bâti une carrière stable en tant qu'agent immobilier, devenant finalement l'une des meilleures vendeuses de mon agence, Cassandra passait d'un emploi à l'autre, d'une relation à l'autre, et d'un appartement à l'autre. Nos parents trouvaient constamment des excuses pour son esprit libre et son tempérament d'artiste, tandis que ma nature pragmatique et mon éthique de travail étaient simplement attendues plutôt que célébrées. Ta sœur est sensible, disait ma mère chaque fois que Cassandra quittait un autre emploi parce que son patron ne la comprenait pas. Pendant ce temps, mes semaines de travail de 60 heures et mes réussites professionnelles étaient reconnues par de brefs hochements de tête et des changements de sujets rapides. Malgré ce déséquilibre, j'entretenais une relation cordiale avec ma famille. Les dîners du dimanche chez mes parents étaient une tradition mensuelle, bien que je me sente souvent plus comme une observatrice qu'une participante, les conversations tournant autour du dernier drame de Cassandra ou du cercle social de mes parents. Tout a changé il y a 3 mois, lorsque Cassandra a annoncé qu'elle était enceinte. Son petit ami, Tyler, avec qui elle sortait depuis un peu moins d'1 an,
était assis mal à l'aise à la table du dîner tandis que ma sœur partageait la nouvelle. Mes parents ont d'abord été choqués, puis sont rapidement passés à l'extase à l'idée de leur premier petit enfant. Cela change tout, a déclaré ma mère, serrant la main de Cassandra par-dessus la table. Vous deux devez commencer à vous préparer pour ce bébé. J'ai offert mes félicitations sincères, bien que j'ai des inquiétudes personnelles quant à la capacité de ma sœur à être parent, compte tenu de son mode de vie instable. Ces inquiétudes se sont avérées justifiées lorsque, au cours des semaines suivantes, le sujet du logement du couple est devenu un sujet fréquent. Ils ne peuvent absolument pas rester dans ce minuscule appartement d'une chambre avec un bébé, s'est inquiétée ma mère lors d'un dîner du dimanche. Les loyers sont si chers de nos jours, a ajouté mon père, en me regardant de manière significative. C'est difficile pour les jeunes qui débutent. Je sentais que la conversation se dirigeait vers une demande d'aide financière, ce qui n'aurait pas été la première fois. Au fil des ans, j'avais prêté de l'argent à Cassandra pour diverses urgences, dont aucune n'avait jamais été remboursée. Étant donné mon revenu stable, je m'étais déjà résigné à la probabilité qu'on me demande de contribuer aux besoins de ma future nièce ou de mon futur neveu. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était jusqu'où ma famille irait dans ses attentes. C'est lors d'un de nos dîners de famille du dimanche, environ 2 mois après l'annonce de la grossesse de Cassandra, que j'ai accidentellement découvert leur plan. Je m'étais excusé pour aller aux toilettes et je revenais dans le couloir quand j'ai entendu la voix de mon père depuis la cuisine. Je pense que nous devrions mettre la propriété de campagne en vente le mois prochain. Le printemps est le meilleur moment pour vendre, et nous pourrions en tirer le meilleur prix sur ce marché. Je me suis figé sur place, pensant d'abord qu'il devait parler d'une de ses propres propriétés d'investissement. Mon père avait touché un peu à l'immobilier au fil des ans, bien qu'il ait toujours refusé mes conseils professionnels. Tu penses qu'Amanda s'y opposera, a répondu ma mère, sa voix basse mais suffisamment claire pour que je l'entende. La mention de mon nom m'a glacé le sang. Il ne pouvait pas parler de ma maison, pensais-je. La maison qui était légalement la mienne, léguée par ma grand-mère dans son testament, que j'entretenais et améliorais avec mon propre argent depuis 5 ans. Elle doit comprendre, a continué mon père. Cassandra fonde une famille. Elle a besoin de son propre logement, pas d'un appartement exigu. D'ailleurs, Amanda n'y vit même pas à plein temps. Il est juste vide la plupart de la semaine. J'ai senti mes mains se mettre à trembler alors que la réalité de leur conversation s'imposait à moi. Ils prévoyaient de vendre ma maison, mon héritage, mon sanctuaire, sans même en discuter avec moi, comme si c'était un bien familial commun plutôt que ma propriété personnelle. Nous devrions en parler après le dessert, a suggéré ma mère. Insister sur l'importance que cela a pour le bébé. Amanda a toujours été raisonnable. Par « raisonnable », je savais qu'elle voulait dire conciliante. La fille parfaite qui ne causait jamais de problème, qui acceptait les décisions familiales sans protester, celle sur qui on pouvait compter pour se sacrifier pour sa sœur, comme je l'avais fait toute ma vie. J'ai dû faire un bruit quelconque car la conversation s'est arrêtée brusquement. Me ressaisissant, je suis entré dans la cuisine avec ce que j'espérais être une expression neutre. Besoin d'aide pour le dessert, maman, ai-je demandé, ma voix étonnamment stable malgré la tempête qui grondait en moi. Non, ma chérie, je prépare juste le café. Va t'asseoir. Nous arrivons tout de suite. Je suis retourné dans la salle à manger, où Cassandra montrait quelque chose à Tyler sur son téléphone, tous deux en train de rire. Ma sœur m'a regardé avec un sourire qui semblait maintenant calculateur plutôt que chaleureux. Tout va bien, ma sœur? Tu as l'air bizarre. Juste fatigué du travail, ai-je répondu en reprenant ma place. Quand mes parents sont revenus avec le café et la tarte aux pommes de ma mère, j'ai attendu qu'ils abordent le sujet. Une partie de moi espérait avoir mal entendu ou mal compris, qu'ils ne pouvaient pas planifier ce que je pensais qu'ils planifiaient. Mon père s'est raclé la gorge après avoir servi la tarte. Amanda, nous voulions discuter de quelque chose d'important avec toi. C'est à propos de la maison de ta grand-mère. Ma maison, ai-je corrigé doucement. Il a cligné des yeux un instant, décontenancé. Oui, eh bien, techniquement, mais nous avons pensé à la situation de Cassandra. Ma mère est intervenue, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de persuader quelqu'un. Ta sœur va avoir un bébé, Amanda. Ils ont besoin d'espace, d'un vrai foyer pour élever un enfant. Et, ai-je demandé, une froideur s'installant dans ma poitrine. Et nous pensons que la solution la plus sensée serait de vendre la maison de campagne, a déclaré mon père sans détour.
Cela fournirait assez d'argent pour un acompte sur un bel appartement pour Cassandra et Tyler, quelque chose avec 2 chambres dans un bon district scolaire. Je les ai regardés fixement, attendant une quelconque reconnaissance de l'audace de ce qu'ils proposaient. Aucune n'est venue. Cette maison m'appartient, ai-je dit lentement. Grand-mère me l'a laissée dans son testament. J'ai payé les impôts, l'assurance, l'entretien. J'ai mis des milliers de dollars de mon propre argent dans les rénovations. Et personne ne dit que tu n'as pas fait un travail formidable avec, s'est empressée d'ajouter ma mère. Mais sois pratique, Amanda. Tu n'y vas que les week-ends. Ta sœur a besoin d'une maison tous les jours. Alors achetez-lui en une, ai-je répondu, ma voix se durcissant. Pourquoi faut-il que ce soit ma maison qui soit vendue? Parce que nous n'avons pas ce genre d'argent qui traîne, a lâché mon père, sa façade raisonnable se fissurant légèrement. Il s'agit de la famille qui est de la famille. Ta sœur est enceinte, a ajouté ma mère, comme si j'avais pu oublier ce fait. Tu ne te soucies pas que ta nièce ou ton neveu grandissent dans un bon environnement? Je me suis tourné pour regarder Cassandra, qui avait été inhabituellement silencieuse pendant cet échange. Elle a croisé mon regard avec un mélange de suffisance et de défi. J'ai déjà commencé à réfléchir à la façon dont j'aménagerais la chambre du bébé, a-t-elle dit. La deuxième chambre reçoit une si belle lumière le matin. Ce serait parfait. La manière désinvolte dont elle parlait de mon espace, la pièce où je gardais les courtes pointes de ma grand-mère et mon propre matériel de peinture, a enflammé quelque chose de féroce en moi. Ils avaient déjà planifié cela, en avaient discuté, pris des décisions, le tout sans un seul mot pour moi jusqu'à présent. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, en posant ma tasse de café avec soin pour cacher le tremblement de mes mains. Vous voulez que je renonce à la maison que ma grand-mère m'a spécifiquement laissée, que j'ai entretenue avec amour pendant 5 ans, pour que vous puissiez la vendre et donner l'argent à Cassandra pour un appartement? Pas renoncer, a corrigé mon père. Tu recevrais une partie des bénéfices, aussi, bien sûr. Quelle générosité, ai-je répondu, incapable de cacher l'amertume dans ma voix. Et est-ce que quelqu'un a pensé à me demander avant de faire ses plans? Ou avez-vous simplement supposé que j'accepterais, comme toujours? Amanda, soupira ma mère. Ne fais pas de difficultés. C'est ce que font les familles. Elles se soutiennent mutuellement. Le soutien va dans les 2 sens, maman. Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a soutenu ce que je veux, ce dont j'ai besoin? Un silence tendu s'est abattu sur la table. Ce n'était pas ainsi que notre famille fonctionnait. Le conflit ouvert était évité, en particulier lorsqu'il s'agissait que Cassandra obtienne ce qu'elle voulait. Tyler, l'air profondément mal à l'aise, a finalement pris la parole. Peut-être devrions-nous en discuter une autre fois, quand tout le monde sera plus calme. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit en me levant. La maison est à moi. Je ne la vendrai pas. Ni maintenant, ni jamais. Amanda, haleta ma mère. Assieds-toi. Nous n'avons pas terminé. Moi, si, ai-je répondu en attrapant mon sac à main. Merci pour le dîner. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père m'a interpellé. Pense Y, au moins. La famille doit passer en premier. Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. C'est exactement ce que je fais. Je suis parti sans un mot de plus, le claquement de la porte derrière moi ponctuant ma sortie d'une manière qui était profondément inhabituelle pour la fille accommodante que j'avais toujours été. Assise dans ma voiture, les mains agrippées au volant, j'ai réalisé qu'il s'attendait pleinement à ce que je finisse par accepter. Après tout, je l'avais toujours fait auparavant. Pas cette fois. Le week-end suivant, je me suis rendu à la maison de campagne avec une lourdeur au cœur que je n'avais jamais associée à cet endroit auparavant. Pendant 5 ans, franchir le seuil de la vieille ferme avait toujours apporté un sentiment immédiat de paix. Maintenant, en déverrouillant la porte et en entrant, je sentais le poids de la trahison de ma famille m'accompagner. J'ai traversé chaque pièce, observant lentement les détails que j'avais appris à aimer, la cuisine avec son réfrigérateur Vermont vintage des années 1950 que j'avais spécialement fait restaurer, le salon avec la cheminée en pierre où ma grand-mère et moi avions passé d'innombrables soirées à jouer aux cartes et à parler de la vie, la chambre principale où j'avais soigneusement préservé le cadre de lit sculpté à la main que mon grand-père avait fait comme cadeau de mariage pour ma grand-mère. Dehors, sur le porche, je me suis assise dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère et j'ai essayé d'imaginer cet endroit appartenant à des étrangers. La pensée m'a causé une douleur physique. Cette maison n'était pas seulement du bois,
des clous et une valeur immobilière. C'était des souvenirs, une connexion, et le seul endroit où je sentais vraiment la présence de ma grand-mère. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis que j'avais quitté la maison de mes parents le dimanche précédent. J'avais répondu de manière minimale, n'envoyant que de brefs messages pour les assurer que j'allais bien mais que j'avais besoin d'espace. Maintenant, alors que j'étais assise sur le porche à regarder le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose, ma mère a de nouveau appelé. Amanda, a-t-elle commencé sans préambule quand j'ai répondu. J'aimerais que tu arrêtes de bouder. Nous essayons d'avoir une discussion familiale sérieuse. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu, en gardant ma voix égale. C'est ma maison. Je ne la vends pas. Ta sœur est en larmes, a-t-elle rétorqué, utilisant l'arme qui avait toujours fonctionné auparavant. Les larmes de Cassandra avaient été l'atout maître dans notre dynamique familiale depuis l'enfance. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, me surprenant par mon manque de culpabilité habituel, mais cela ne change pas ma décision. Ton père a déjà parlé à un de ses amis agents immobiliers. Il dit que nous pourrions la mettre en vente la semaine prochaine. La manière désinvolte dont elle a mentionné cela m'a envoyé une nouvelle vague de choc. Sans ma permission ? Je suis la propriétaire légale, maman. Seul moi peux vendre cette maison. Ne sois pas technique, Amanda, soupira-t-elle. C'est une affaire de famille. Non, c'est une affaire légale, et je te le dis clairement, je ne vendrai pas ma maison. La conversation s'est terminée par le souffle frustré de ma mère et un clic alors qu'elle me raccrochait au nez. Ce n'était que le début. Tout au long du week-end, les appels et les messages ont continué. Mon père a envoyé des liens vers des appartements qu'il pensait parfaits pour Cassandra, accompagnés de notes sur leur coût. Ma sœur a envoyé des photos de meubles de bébé avec des légendes comme « Ce berceau serait si mignon dans la chambre à l'étage ». Le dimanche soir, alors que je me préparais à retourner en ville, j'ai reçu le message le plus choquant à ce jour. Mon père a texté « Nous avons organisé une visite libre pour samedi prochain. S'il te plaît, assure-toi que l'endroit est bien rangé. » Je l'ai appelé immédiatement. Tu as fait quoi? Allons, Amanda, a-t-il commencé sur son ton conciliant. Nous pensions juste lancer le processus. Les gens sont très intéressés par les propriétés de campagne en ce moment. Annule ça, ai-je dit fermement. Tu n'as aucun droit de montrer ma maison à qui que ce soit. Nous avons encore le double des clés de l'époque où nous t'avions aidé à déménager quelques meubles l'année dernière, a-t-il continué comme si je n'avais pas parlé. Donc, ne t'inquiète pas d'être là. Nous nous occuperons de tout. La prise de conscience que mes parents avaient accédé à ma propriété sans ma connaissance ni mon consentement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela avait dépassé la simple suffisance pour devenir quelque chose qui ressemblait dangereusement à du vol. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement appelé mon amie Stéphanie, qui avait été ma confidente à travers de nombreux drames familiaux au fil des ans. Ils ont fait quoi? S'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation. Amanda, ce n'est pas seulement inconsidéré, c'est illégal. Ils ne peuvent pas vendre une propriété qui ne leur appartient pas. Je sais, ai-je soupiré, mais ils ne semblent pas se soucier de ce détail mineur. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le ciel qui s'assombrissait, les premières étoiles commençant à apparaître. Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas les laisser me prendre ça. Bien, a dit Stéphanie fermement. Il est temps que tu leur tiennes tête. Ils profitent de ta gentillesse depuis des années. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps à réfléchir à mes options. Je pouvais changer les serrures, mais ce ne serait qu'une solution temporaire. Je pouvais à nouveau confronter mes parents, mais ils avaient déjà montré qu'ils n'étaient pas disposés à écouter la raison. Je pouvais faire appel à des avocats, mais la pensée d'une action en justice contre ma propre famille me rendait malade. Alors que je retournais en ville cette nuit-là, une idée a commencé à se former. C'était extrême, peut-être même un peu vindicatif, mais plus j'y pensais, plus cela me semblait être ma seule option pour reprendre le contrôle de la situation. J'étais agent immobilier. Si quelqu'un allait vendre ma maison, ce serait moi, et ce serait à mes conditions, pas aux leurs. La décision s'est installée dans mon esprit comme un poids qui se soulevait. Au moment où j'ai atteint mon appartement, je savais exactement ce que j'allais faire. Mes parents voulaient vendre ma maison pour Cassandra? Très bien, mais ils étaient sur le point d'apprendre une dure leçon sur le fait de faire des suppositions sur ma docilité. Lundi matin, je suis allé directement au bureau de mon courtier. Darren,
ai-je dit en m'asseyant en face de lui, je veux mettre en vente ma propre propriété, et j'ai besoin que cela se fasse rapidement. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. En tant que l'un des meilleurs agents de mon agence, je savais exactement comment positionner la propriété pour une vente rapide. J'ai fait appel à des faveurs de photographes, de spécialistes de la mise en scène et d'experts en annonces. Dès le mercredi, des photos professionnelles mettant en valeur le caractère charmant de la ferme et la beauté des terres environnantes étaient prêtes. J'ai soigneusement rédigé la description de l'annonce moi-même, ferme historique avec des équipements modernes situés sur 2 acres de terrain paysager, y compris un verger de pommiers établi. Parquet d'origine, cheminée en pierre et détails artisanaux partout. Cuisine et salle de bain rénovées, toit neuf et installation électrique entièrement refaite. À 90 minutes du centre-ville. Une retraite de week-end parfaite ou une résidence à l'année pour ceux qui recherchent la paix sans sacrifier le confort. J'ai délibérément fixé le prix légèrement en dessous de la valeur du marché, sachant que cela susciterait un intérêt immédiat. Bien que je veuille une vente rapide, je n'étais pas assez désespéré pour brader la propriété. Le marché actuel des maisons de campagne était fort, les citadins recherchant de plus en plus des propriétés d'évasion à une distance raisonnable de leur lieu de travail. Mon courtier, Darren, a haussé un sourcil devant mon urgence mais a posé peu de questions. Nous travaillons ensemble depuis assez longtemps pour qu'il fasse confiance à mon jugement, même s'il sentait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que je partageais. Des demandes spéciales pour les protocoles de visite, a-t-il demandé alors que nous finalisions le contrat de mise en vente. Oui, ai-je répondu. Pas de visite libre publique. Acheteur qualifié uniquement, avec preuve de fonds ou préapprobation. Et je veux approuver personnellement chaque visite. Cela me permettrait de contrôler qui voyait la propriété et quand, réduisant les chances que mes parents ou ma sœur le découvrent prématurément. J'avais été délibérément vague dans mes communications avec eux ces derniers jours. Ne mentant pas ouvertement, mais ne fournissant certainement pas d'informations sur mes plans. Quand mon père a texté pour demander si j'avais retrouvé la raison, j'ai simplement répondu que j'étais en train de réfléchir. Quand ma mère a appelé pour dire que l'ami agent immobilier voulait passer le jeudi pour prendre des mesures, je lui ai dit que j'avais un client à la maison ce jour-là et que ce ne serait pas possible. Ce n'était pas faux, car j'y serais en effet avec un photographe. L'annonce a été mise en ligne le vendredi matin, marquée comme « privé », afin qu'elle ne soit visible que par les agents et leurs clients, et non sur les sites web publics où ma famille pourrait tomber dessus. À midi, nous avions 6 demandes de visite. Je les ai soigneusement programmées pour le samedi, sachant que mes parents seraient à un tournoi de golf caritatif qu'ils avaient mentionné au dîner. J'ai pris ma journée et je suis parti tôt pour préparer la maison, m'assurant que chaque détail était parfait. Les 2 premiers couples étaient sympathiques mais pas sérieusement intéressés. Le troisième, un couple d'artistes cherchant un espace d'atelier, a adoré la propriété mais dépassait clairement leur budget. Les 4e et 5e étaient des investisseurs cherchant des locations de vacances, ce qui m'a serré le cœur à l'idée que la maison bien-aimée de ma grand-mère soit transformée en un Airbnb. Le dernier rendez-vous de la journée était avec Gabriel Jackson, un homme d'affaires prospère dans la quarantaine qui cherchait une retraite privée loin de son travail stressant en ville. Dès l'instant où il a franchi la porte, j'ai pu voir son appréciation sincère pour le caractère de la maison. Ce savoir-faire, a-t-il dit en passant la main sur la rampe en chaîne de l'escalier. On ne voit plus un travail comme ça de nos jours. Pendant que je lui faisais visiter, Gabriel a posé des questions réfléchies, non seulement sur les aspects pratiques de la propriété, mais aussi sur son histoire et son caractère. Lorsque nous avons atteint l'atelier dans le garage transformé, il a passé un long moment à regarder l'espace. Ma défunte épouse était peintre, a-t-il expliqué doucement. Elle a toujours voulu un atelier avec une lumière du nord comme celui-ci. Il y avait quelque chose dans sa manière, un respect pour la propriété et sa signification, qui m'a rappelé mon propre attachement à cet endroit. Quand il a demandé si nous pouvions nous asseoir sur le porche quelques minutes avant son départ, j'ai accepté. C'est une propriété spéciale, Amanda, a-t-il dit alors que nous étions assis dans les fauteuils à bascule surplombant le verger. Je peux dire qu'elle signifie beaucoup pour vous. J'ai hésité, puis je me suis retrouvé à expliquer la situation. Pas tout le drame familial, mais assez pour qu'ils comprennent que vendre était une décision difficile pour moi. Ma grand-mère me l'a laissée, ai-je dit. J'ai toujours pensé que je la garderais pour toujours, mais les circonstances ont changé. Gabriel a hoché la tête pensivement. Si je devais faire une offre, est-ce que cela vous apporterait une certaine tranquillité d'esprit de savoir que je prendrais soin de cet endroit comme vous l'avez fait? Je ne la démolirai pas et ne subdiviserai pas le terrain.
Je veux juste un endroit calme pour lire des livres et regarder les saisons changer. Au moment où il est parti, j'avais le sentiment qu'il ferait une offre. Effectivement, son agent a appelé le mien dans les 2 heures. L'offre était nette, pour le prix demandé complet, avec une demande de clôture rapide mais une occupation flexible pour me donner le temps de dire au revoir à la maison correctement. J'ai accepté immédiatement. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse, d'inspection et d'emballage subreptice. J'ai dit à ma famille que j'étais occupé avec une grosse mise en vente au travail, ce qui n'était pas entièrement faux. J'ai évité le dîner du dimanche, prétextant des obligations professionnelles. Quand ma mère a insisté pour savoir quand ils pourraient reprogrammer leur visite libre prévue, j'ai éludé avec des commentaires vagues sur le fait que j'étais encore en train de réfléchir. En vérité, je retirais soigneusement les objets personnels de la maison de campagne, me concentrant sur les choses ayant une valeur sentimentale plutôt que monétaire, les fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère, la courte pointe qu'elle avait faite pour ma remise de diplôme du lycée, des photographies de famille qui ne pouvaient pas être remplacées. J'ai travaillé avec mon avocat pour m'assurer que toute la paperasse était impeccable, ne laissant aucune contestation légale possible. La propriété était incontestablement la mienne à vendre, mon nom seul sur l'acte de propriété, puisque la succession de ma grand-mère avait été réglée 5 ans plus tôt. Mes parents n'avaient absolument aucun droit légal sur celle-ci, malgré leur conviction apparente que les biens familiaux étaient communs, indépendamment de la propriété légale. La clôture de la vente était prévue pour un jeudi matin. Gabriel et moi nous sommes rencontrés au bureau de la société de titres, choisissant tous les 2 de gérer cela en personne plutôt que par des représentants. En signant les nombreux documents, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, le chagrin de laisser partir cet endroit bien-aimé, mêlé à la satisfaction d'avoir pris le contrôle de la situation. J'ai quelque chose pour vous, a dit Gabriel après que les derniers papiers aient été signés et que les clés aient été officiellement remises. Il a sorti de sa mallette une carte de visite. Voici mes coordonnées personnelles. Si jamais vous voulez visiter la propriété, appelez simplement. Vous serez toujours la bienvenue. Ce geste m'a fait monter des larmes inattendues aux yeux. Merci. Cela signifie plus que vous ne le pensez. En me dirigeant vers ma voiture, un chèque de banque en main pour une somme qui dépassait même les estimations les plus optimistes que mes parents auraient pu avoir, j'ai ressenti un étrange sentiment de perte et de libération. J'avais transféré les fonds sur un nouveau compte dans une banque différente de celle que j'utilisais habituellement, m'assurant que mes parents n'auraient aucun moyen d'accéder à l'argent ou même de connaître son existence. Venait maintenant la partie difficile, attendre que ma famille découvre ce que j'avais fait. Pendant 2 semaines après la clôture, j'ai réussi à maintenir la mascarade. J'ai décliné les dîners du dimanche en prétextant des urgences professionnelles. J'ai répondu aux messages avec juste assez d'informations pour éviter les soupçons, mais pas assez pour révéler mes actions. Je savais que cet exercice d'équilibriste délicat ne pourrait pas durer éternellement, mais j'avais besoin de temps pour me préparer émotionnellement à la confrontation inévitable. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quelle vitesse et de manière spectaculaire cette confrontation se déroulerait. C'est arrivé un samedi matin. J'étais dans mon appartement en ville, savourant un rare petit déjeuner tranquille et rattrapant mes courriels de travail, quand mon téléphone a sonné. C'était mon père, son ton inhabituellement frénétique. « Amanda, Dieu merci tu réponds. Il y a quelqu'un dans ta maison. » Mon cœur a raté un battement alors que le moment de vérité arrivait plus tôt que prévu. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, pour gagner du temps. Nous sommes allés à la maison de campagne avec Cassandra pour prendre quelques mesures pour les meubles de la chambre de bébé, a-t-il expliqué à la hâte. J'ai utilisé ma clé pour entrer, et il y avait un homme à l'intérieur qui a prétendu que nous étions en violation de propriété. Il a dit qu'il appelait la police. La réalité de ce qui s'était passé m'a frappé d'un seul coup. Mes parents avaient emmené Cassandra dans mon ancienne maison, étaient entrés sans permission en utilisant une clé qu'ils auraient dû rendre depuis longtemps, et avaient rencontré Gabriel, le propriétaire légitime, qui avait naturellement supposé qu'ils étaient des intrus. « Restez là », ai-je dit, ma voix remarquablement calme compte tenu des circonstances. « J'arrive tout de suite. »« Dépêche-toi. Cet homme menace de nous faire arrêter. » J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû, atteignant la maison de campagne en un peu plus d'1 heure. En remontant l'allée de gravier, j'ai vu un tableau surréaliste, une voiture de police garée derrière le VUS de mes parents, ma mère assise sur les marches du Porsche, l'air sous le choc, mon père gesticulant sauvagement à un officier à l'air patient, Cassandra pleurant sur le siège avant de leur véhicule, et Gabriel se tenant calmement près de la voiture de police. En sortant de ma voiture, tous les regards se sont tournés vers moi.
Amanda, a appelé mon père, le soulagement évident dans sa voix. Dis à cet officier que c'est ta maison et que nous avons la permission d'être ici. J'ai marché lentement vers le groupe, le poids du moment pesant sur moi. C'était ça, le point de non-retour. En fait, ai-je dit clairement, ce n'est plus ma maison. Je l'ai vendue il y a 2 semaines à Monsieur Jackson. Il en est maintenant le propriétaire légal. Le silence qui suivit fut absolu. Même les sanglots de Cassandra depuis la voiture ont momentanément cessé. Le visage de mon père est passé du soulagement à la confusion, puis à une horreur naissante en l'espace de quelques secondes. De quoi parles-tu, a finalement réussi à dire ma mère, se levant des marches du porche. Tu ne peux pas avoir vendu la maison. Nous allions la vendre pour l'appartement de Cassandra. L'officier nous a regardés tour à tour avec une compréhension croissante. Madame, s'adressa-t-il à ma mère, êtes-vous en train de dire que vous êtes entrée dans cette propriété sans la permission du propriétaire? Non, non, intervint rapidement mon père. C'est un malentendu familial. Amanda, dis-leur que tout cela est une erreur. J'ai regardé Gabriel, qui m'a fait un petit signe de tête de soutien. Il n'y a pas d'erreur, ai-je dit fermement. J'ai vendu la maison à Monsieur Jackson il y a 2 semaines. La vente a été enregistrée auprès du comté. Mes parents et ma sœur n'ont plus aucun droit d'accéder à cette propriété. C'est impossible, s'est exclamée ma mère. Tu ne peux pas l'avoir vendue sans nous le dire. Nous avions des projets. Vos projets, ai-je corrigé, pas les miens. Vous avez décidé de ce qui arriverait à ma propriété sans me consulter. Vous avez programmé des visites sans ma permission. Vous avez gardé une clé à mon insu. Et aujourd'hui, vous êtes entré par effraction dans une maison qui ne m'appartient plus. Le visage de mon père avait viré à une nuance alarmante de rouge. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tous les droits, ai-je rétorqué. La maison était à moi légalement, moralement, de toutes les manières qui comptent. L'officier, clairement mal à l'aise avec le drame familial qui se déroulait devant lui, s'est raclé la gorge. D'après ce que j'entends, il semble que ces personnes, il a fait un geste vers mes parents, sont entrées illégalement sur la propriété, bien que par malentendu. Monsieur Jackson, voulez-vous porter plainte pour violation de propriété? Gabriel a secoué la tête. Non, ce ne sera pas nécessaire, tant qu'ils partent maintenant et comprennent qu'ils ne peuvent pas revenir sans invitation. Mon père avait l'air de vouloir argumenter davantage, mais ma mère lui a tiré le bras. Allons-y, Robert. Pas ici. Pas comme ça. Alors qu'ils se tournaient vers leur voiture, Cassandra est finalement sortie, son visage strié de larmes et tordu par la fureur. Comment as-tu pu me faire ça, a-t-elle crié en fonçant vers moi. Ah mon bébé? Tu savais que nous avions besoin de cette maison. Tu avais besoin d'un endroit où vivre, ai-je répondu, en gardant ma voix égale. Pas spécifiquement de cette maison. Pas de ma maison. Tu es si égoïste. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu te venges sur mon enfant innocent. Mon père a dû la guider physiquement jusqu'à la voiture alors qu'elle continuait de crier des accusations. Par la fenêtre ouverte, je pouvais l'entendre sangloter que j'avais tout gâché et que je ne m'étais jamais soucié de la famille. Alors qu'il s'éloignait en voiture, l'officier a touché son chapeau. Je vais rédiger un rapport sur l'incident, mais puisqu'il n'y a pas de volonté de porter plainte, cela devrait en rester là. Je vous recommanderais de changer les serrures si vous ne l'avez pas déjà fait, monsieur. Déjà fait, l'a assuré Gabriel. Merci pour votre aide. Quand la voiture de police est partie, Gabriel et moi sommes restés maladroitement dans l'allée. Je suis désolé pour ça, ai-je dit finalement. J'aurais dû vous avertir que quelque chose comme ça pourrait arriver. Il a secoué la tête. Les complications familiales sont rarement nettes ou prévisibles. Voulez-vous entrer pour une tasse de café? C'est toujours votre Porsche aussi, en ce qui me concerne. J'ai regardé la maison, ces lignes familières appartenant maintenant à quelqu'un d'autre. Merci, mais je devrais probablement gérer les retombées de tout ça. On remet ça à plus tard? Quand vous voulez, a-t-il dit gentiment. Alors que je retournais en ville, mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des messages et des appels de mes parents et de ma sœur. Je l'ai éteint, ayant besoin d'espace pour digérer ce qui venait de se passer. La confrontation avait été tout aussi horrible que je l'avais craint. Pourtant, sous le stress et la culpabilité, se cachait un surprenant sentiment de soulagement. La vérité était révélée. Pour le meilleur ou pour le pire, j'avais tenu bon.
Les semaines qui ont suivi ce que ma mère a dramatiquement appelé « la trahison » ont été parmi les plus difficiles de ma vie d'adulte. Ma famille alternait entre un silence glacial et des crises explosives, sans juste milieu pour une conversation réelle. Mon père a envoyé une lettre d'apparence officielle exigeant que je remette les bénéfices de la vente, prétendant qu'il s'agissait légitimement de fonds familiaux destinés à l'appartement de Cassandra. Ma mère a laissé des messages vocaux en larmes sur la façon dont j'avais brisé son cœur et détruit la famille. Ma sœur m'a bloqué sur tous les réseaux sociaux et a dit à des amis communs que je l'avais abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin. Les membres de la famille élargie se sont bientôt impliqués, ayant entendu des versions très variables de l'histoire. Ma tante Carole a appelé pour demander s'il était vrai que j'avais vendu le domaine familial à l'insu de tout le monde. Mon cousin Patrick a texté pour dire qu'il pensait que j'avais bien fait de m'affirmer, mais il était en minorité. La version qui se propageait était que moi, la femme de carrière égoïste, avait froidement ignoré les besoins de ma sœur enceinte par dépit et par cupidité. Peu semblaient intéressés à entendre ma version, que la maison m'appartenait légalement et à moi seul, que je l'avais entretenue pendant des années sans l'aide de personne, que ma famille avait tenté de se l'approprier sans mon consentement. Il y a eu des moments où j'ai remis en question ma décision, me demandant si j'aurais dû trouver un compromis. Peut-être aurais-je pu prêter de l'argent à Cassandra pour un acompte tout en gardant la maison. Peut-être aurais-je pu la vendre et partager les bénéfices de manière plus équitable. La culpabilité s'insinuait dans les moments calmes, me faisant me demander si j'avais surréagi. Puis je me souvenais de la suffisance dans leur voix alors qu'ils discutaient de la vente de ma propriété comme si je n'avais pas mon mot à dire. Je me rappelais l'hypothèse désinvolte de ma sœur selon laquelle la chambre où je gardais mes biens les plus précieux deviendrait la chambre de son bébé. Je pensais à la lettre de ma grand-mère, me confiant la maison spécifiquement parce qu'elle savait que j'honorerais son histoire et sa signification. Environ un mois après la confrontation, j'ai reçu un message inattendu de Tyler, le petit ami de Cassandra et le père de son bébé. Pouvons-nous nous voir pour un café? Juste toi et moi. Il y a des choses que tu devrais savoir. Curieuse et un peu méfiante, j'ai accepté de le rencontrer dans un café à mi-chemin entre mon bureau et son lieu de travail. Quand il est arrivé, il avait l'air fatigué et stressé, la responsabilité imminente de la paternité pesant clairement sur lui. « Merci d'être venu », a-t-il dit en se glissant dans la banquette en face de moi. « Cassandra me tuerait si elle savait que je te parlais. »« J'apprécie que tu aies pris contact », ai-je répondu. « Comment va-t-elle? Et le bébé? » Ils vont tous les deux bien, sur le plan de la santé, mais, il a hésité, remuant son café distraitement. Il y a des choses sur notre situation à propos desquelles ta famille n'a pas été honnête. Au cours de l'heure suivante, Tyler a partagé des révélations qui ont changé ma compréhension de tout le scénario. Contrairement à l'impression que mes parents avaient donnée, lui et Cassandra n'étaient pas dans une situation financière désastreuse. Tyler avait un emploi stable en informatique avec de bons avantages. Il pouvait se permettre leur appartement confortablement, et bien qu'il soit petit, il se trouvait dans un bon quartier avec d'excellentes écoles à proximité. « Je n'ai jamais voulu ta maison », a-t-il admis. J'ai été choqué quand Cassandra m'a dit que c'était le plan. Je n'arrêtais pas de dire que nous pouvions économiser pour notre propre logement, mais elle a insisté sur le fait que ses parents avaient promis qu'ils s'occuperaient de tout. De plus, Tyler a révélé qu'il avait été profondément mal à l'aise avec la façon dont j'étais traité tout au long de la situation. La façon dont il parlait de toi quand tu n'étais pas là. Comme si tu leur devais cette énorme faveur et que tu faisais des difficultés en n'acceptant pas immédiatement. Ça ne me convenait pas, plus surprenant encore, Tyler a avoué qu'il économisait pour un acompte sur un modeste condo depuis plus d'1 an. Je voulais que ce soit une surprise pour la naissance du bébé, mais maintenant je ne sais pas si c'est ce que Cassandra veut vraiment. Elle ne cesse de parler de la maison qu'elle a perdue, comme si elle était déjà à elle. Cette conversation m'a incité à faire mes propres recherches. Utilisant mes relations dans l'immobilier, j'ai découvert que mes parents avaient refinancé leur propre maison 6 mois plus tôt, en retirant une somme considérable. Ils avaient certainement les moyens d'aider Cassandra pour son logement s'ils le choisissaient, sans impliquer ma propriété du tout. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Il ne s'était jamais agi du besoin désespéré de logement de Cassandra. Il s'agissait du désir de mes parents de paraître généreux et solidaires sans dépenser leur propre argent. Ils avaient vu mon héritage comme une solution facile, une ressource familiale à redistribuer comme bon leur semblait, plutôt que ma propriété personnelle. Quand j'ai partagé cette information avec mon amie Stéphanie, elle n'a pas été surprise. Ils t'ont toujours traité comme la personne responsable qui devrait se sacrifier pour tout le monde, a-t-elle souligné.
Ils n'ont probablement jamais imaginé que tu leur tiendrais tête comme ça. Le fossé dans ma famille s'est creusé au fil des semaines et des mois. Les dîners du dimanche appartenaient au passé. Les projets de vacances restaient incertains. Ma mère avait commencé à dire aux amis de la famille que je traversais une période difficile et qu'ils devraient prier pour que je retrouve la raison. Mon père a adopté une approche plus directe, envoyant des courriels de plus en plus sévères sur mes obligations et mon devoir envers la famille. Quand je n'ai pas répondu comme il le souhaitait, il a tenté d'impliquer des connaissances mutuelles comme médiateurs, la plupart d'entre eux ayant eu la sagesse de rester en dehors du conflit. Cassandra, dont la grossesse était maintenant visible, a utilisé sa condition comme une arme à chaque occasion. Par des amis communs, j'ai entendu dire qu'elle racontait à qui voulait l'entendre que j'étais si jalouse qu'elle ait un bébé que j'avais saboté sa chance d'avoir un foyer familial digne de ce nom. L'aspect le plus douloureux était le peu d'intérêt qu'ils manifestaient tous à comprendre mon point de vue. Pas une seule fois mes parents n'ont reconnu qu'ils auraient peut-être dû me consulter avant de faire des plans pour ma propriété. Pas une seule fois ma sœur n'a exprimé sa gratitude pour les années que j'avais passées à entretenir la maison qu'ils avaient tous soudainement décidé qui devait être la sienne. C'était comme si mes sentiments, mon autonomie et mes droits légaux n'étaient que des obstacles gênants à leur plan plutôt que des considérations valides méritant le respect. Pourtant, aussi difficile que cette période ait été, elle a aussi été étrangement clarifiante. Pour la première fois, je voyais ma dynamique familiale avec une clarté absolue, non filtrée par le désir de maintenir la paix à tout prix. J'apprenais à poser des limites, même lorsqu'elles entraînaient des conflits. Je découvrais que je pouvais supporter la désapprobation sans m'effondrer. Dans les moments calmes, je pensais parfois à ma grand-mère et me demandais ce qu'elle penserait de tout cela. Plus je réfléchissais, plus je devenais convaincu que sa décision de me laisser la maison spécifiquement à moi, plutôt qu'à la famille en général, avait été délibérée. Peut-être avait-elle reconnu chez mes parents des tendances que j'avais été trop proche pour voir clairement. Ne laisse jamais personne profiter de ton bon cœur, m'avait-elle dit. Pas même ta famille. Surtout ta famille. Maintenant, je comprenais exactement ce qu'elle avait voulu dire. 6 mois se sont écoulés avec un contact minimal entre moi et ma famille immédiate. Je me suis plongé dans le travail, j'ai établi de nouveaux records de vente dans mon agence, et je me suis lentement adapté au week-end sans ma retraite à la campagne. J'ai maintenu une communication occasionnelle par message avec Tyler, qui me donnait de brèves nouvelles sur la grossesse de Cassandra et leurs préparatifs pour le bébé. Pendant ce temps, j'ai utilisé une partie de l'argent de la vente de la maison pour faire quelques investissements judicieux, travaillant avec un conseiller financier pour créer un portefeuille diversifié. J'ai également trouvé un petit mais charmant condo plus près de la ville avec un balcon assez grand pour du jardinage en pot, un piètre substitut au verger que j'avais aimé, mais mieux que rien. Occasionnellement, je recevais un message de Gabriel avec une photo de la maison de campagne, une nouvelle fleur épanouie dans le jardin, ou de la neige fraîche sur le toit. Fidèle à sa parole, il avait préservé le caractère de l'endroit tout en se l'appropriant. Ces messages étaient doux amers mais finalement réconfortants, sachant que la maison bien-aimée de ma grand-mère était entre de bonnes mains. Ma famille élargie a commencé à me contacter individuellement au fil des mois. Ma tante Déborah, la sœur de ma mère, m'a invité à déjeuner et à réellement écouter ma version des faits sans jugement. Ma cousine Elisabeth m'a incluse dans ses plans de mariage malgré l'objection apparente de ma mère. Lentement, je reconstruisais des liens sur de nouvelles bases, fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Puis est venue la nouvelle que Cassandra avait donné naissance à une petite fille en bonne santé, Lily. L'annonce n'est pas venue de ma sœur ou de mes parents, mais de Tyler, qui a envoyé un simple message avec une photo de leur fille. J'ai pensé que tu voudrais savoir que tu es tante. Le minuscule visage sur cette image a remué quelque chose en moi, un rappel que malgré tout, cet enfant innocent était de mon sang, ma nièce. Quels que soient les conflits entre les adultes de la famille, il n'était pas de sa faute. Après mûre réflexion, j'ai pris une décision qui me semblait juste. J'ai créé un fonds d'études universitaires pour Lily en utilisant une partie des bénéfices de la vente de la maison. Je l'ai arrangé par le biais d'une fiducie afin que l'argent ne puisse être utilisé que pour les frais de scolarité, sans que ma sœur ou mes parents puissent y accéder à d'autres fins. J'ai envoyé à Tyler les documents et un petit cadeau pour le bébé, une couverture douce similaire à celle que ma grand-mère avait faite pour moi. Sa réponse fut immédiate et reconnaissante. Cela signifie beaucoup. Cassandra ne le dira peut-être pas maintenant, mais un jour elle appréciera ce que tu as fait. Que ce soit vrai ou non restait à voir, mais je ne l'avais pas fait pour la reconnaissance. Je l'avais fait parce que cela correspondait à mes valeurs et honorait l'héritage de générosité que ma grand-mère m'avait montré.
2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix semblait plus âgée, plus posée que dans mon souvenir. « Tyler nous a dit ce que tu as fait pour Lily », a-t-elle dit après une salutation maladroite. « C'était attentionné de ta part. »« C'est ma nièce », ai-je répondu simplement. « Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. » Une longue pause a suivi. « Ton père et moi avons beaucoup réfléchi », a-t-elle finalement continué. « Peut-être que nous. Que je n'ai pas géré les choses aussi bien que j'aurais pu avec la situation de la maison. » Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais de la part de ma mère, c'était sans précédent. Je suis restée silencieuse, attendant d'en entendre plus. « Tu nous manques au dîner du dimanche », a-t-elle ajouté. « Peut-être que tu pourrais venir ce week-end, rencontrer Lily. » L'invitation flottait entre nous, chargée de complications inexprimées. « J'aimerais la rencontrer », ai-je dit avec précaution. « Mais maman, j'ai besoin de savoir que tu comprends pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne peux pas simplement prétendre que rien ne s'est passé. » Une autre longue pause. « Je ne peux pas parler pour ton père ou ta sœur », a-t-elle dit finalement. « Mais j'en suis venu à voir que nous aurions dû respecter le fait que la maison était à toi. Nous aurions dû demander, pas supposer. » C'était une petite reconnaissance, mais significative, venant d'une femme qui n'avait jamais admis une faute de ma mémoire. « Merci de dire ça », ai-je répondu, ma voix s'adoucissant. « Cela signifie beaucoup. » Ce dîner du dimanche fut tendu mais civil. Mon père était guindé mais poli, clairement mal à l'aise mais faisant un effort. Cassandra était froide au début mais s'est un peu adoucie en voyant avec quelle naturalité je prenais Lily dans mes bras. Le bébé était magnifique, avec les yeux bleus de Cassandra et les cheveux foncés de Tyler, une nouvelle vie non souillée par les conflits d'adultes. Le fond d'étude était très généreux, a dit mon père alors que nous mangions le dessert, la première référence directe à la situation de toute la soirée. Cassandra me dit que cela couvrira 4 ans dans une bonne université. Je voulais faire quelque chose de significatif pour Lily, ai-je expliqué. Quelque chose qui ferait une différence dans son avenir. Nous avons pensé, intervint prudemment ma mère, que nous nous concentrons peut-être trop sur la maison elle-même plutôt que sur la vision d'ensemble du soutien familial. Ton père et moi avons décidé d'aider Tyler et Cassandra avec un acompte sur un condo qu'ils ont trouvé, un dont ils peuvent se permettre les mensualités eux-mêmes. C'était une nouvelle information et, à en juger par l'expression de Cassandra, un développement récent. Cela semble être une bonne solution, ai-je répondu. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début, a admis mon père d'un ton bourru, ce qui était probablement le plus proche qu'il viendrait de reconnaître son erreur. Au fil de la soirée, je me suis retrouvé à partager un moment calme avec Cassandra sur le porche pendant qu'elle berçait Lily pour l'endormir. « J'étais vraiment en colère contre toi », a-t-elle dit doucement, sans me regarder. « J'ai eu l'impression que tu avais choisi une maison plutôt que moi et mon bébé. » Ce n'a jamais été le choix, ai-je répondu. J'ai eu l'impression que mon autonomie, mon droit de prendre des décisions sur ma propre propriété, était complètement ignoré. Comme si ce que je voulais n'avait pas d'importance. Elle est restée silencieuse un moment. Je suppose que je n'y ai jamais pensé de ton point de vue. Maman et papa ont toujours fait comme si la maison était une sorte de bien familial. Et comme j'en avais plus besoin que toi. Mais ce n'était jamais à eux de décider, ai-je souligné doucement. Tout comme je ne me permettrai jamais de prendre des décisions sur ta vie ou tes biens sans te consulter. Elle a hoché la tête lentement, regardant sa fille endormie. La maternité me fait réfléchir différemment à beaucoup de choses. Aux limites et au respect. Je veux que Lily grandisse en sachant que ses opinions comptent, que personne n'a le droit de prendre des décisions pour elle sans son consentement. Cela ressemble à une excellente éducation, ai-je dit, sincèrement impressionné par cet aperçu de maturité de ma sœur. Je ne peux pas promettre que maman et papa comprendront un jour complètement ce qu'ils ont fait de mal, a-t-elle continué. Ils sont assez ancrés dans leurs habitudes. Mais je pense que je comprends maintenant, et je suis désolé, Amanda. Pas d'avoir voulu une bonne maison pour mon bébé, mais d'avoir supposé que j'avais droit à la tienne. Ces excuses, bien plus directes que celles de ma mère, m'ont fait monter des larmes inattendues aux yeux. Merci de dire ça. Cela signifie plus que tu ne le penses. Dans les mois qui ont suivi, notre famille a entamé un processus de guérison lent, parfois maladroit. Les dîners du dimanche ont repris, bien qu'ils aient maintenant souvent lieu dans mon nouveau condo ou dans l'appartement de Tyler et Cassandra. Mes parents n'ont jamais pleinement reconnu l'étendue de leur abus de pouvoir,
mais ils ont fait des efforts pour montrer du respect pour mes limites d'autres manières. J'ai maintenu mon amitié avec Gabriel, acceptant occasionnellement son invitation à visiter la maison de campagne. C'était différent maintenant, la voir en tant qu'invité plutôt qu'en tant que propriétaire, mais il y avait aussi une guérison là-dedans, un rappel que lâcher prise ne signifiait pas forcément tout perdre. Alors que Lily passait de nouveau-né à nourrisson puis à curieuse exploratrice à quatre pattes, elle est devenue un pont entre des relations auparavant fracturées. Il était impossible de garder des rancunes en la regardant découvrir le monde avec un émerveillement aux yeux écarquillés. À travers elle, j'ai trouvé une nouvelle connexion avec ma sœur, un investissement partagé dans l'avenir qui transcendait les conflits passés. Ma grand-mère avait eu raison depuis le début. La famille était importante, vitale même, mais des relations familiales saines nécessitaient du respect, des limites et le courage de rester ferme lorsque ces limites étaient franchies. La maison qu'elle m'avait laissée m'avait finalement appris cette leçon de manière inattendue. En fin de compte, je n'ai pas regretté d'avoir vendu la maison de campagne. Ce que j'avais gagné, aussi douloureux que le processus ait été, était quelque chose de plus précieux, la certitude que je pouvais m'affirmer, même contre ceux que j'aimais le plus, et en sortir plus forte. L'amour familial, avais-je appris, ne devrait jamais exiger le sacrifice de son amour-propre. Le véritable soutien familial va dans les deux sens, honorant l'autonomie de chaque personne tout en offrant une aide sincère. Il a fallu une crise pour nous apprendre à tous cette leçon, mais certaines leçons valent le chemin difficile vers la compréhension. Et vous? Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile qui vous a mis en conflit avec des membres de votre famille? Comment avez-vous géré la situation? Y a-t-il eu une guérison ou une compréhension éventuelle? Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon histoire, veuillez aimer, vous abonner et partager avec d'autres qui pourraient avoir du mal avec les limites familiales. Merci de votre écoute, et souvenez-vous, parfois les choix les plus difficiles mènent à la croissance la plus nécessaire.